Moi, j'ai d'abord, enfin, tout départ astronome amateur, quand j'avais 15 ans, ça fait une paire d'années. De là, j'ai étudié la photographie, donc j'ai été à ce qu'on appelle l'École nationale de la photographie et du cinéma. Enfin, c'est la seule école qui délivrait à l'époque un BTS de photographie. Et de là, j'ai commencé à travailler comme photographe scientifique dans les observatoires. Alors, j'ai travaillé à Grasse, j'ai travaillé 4 ans en Californie à l'observatoire du Mont Palomar pour un projet de photographie du ciel qu'il y avait à l'époque. Ensuite, je suis revenu en France, mais à partir en gros des années 90, tout ce qui est photographie astronomique, c'est-à-dire photographie avec des plaques photos, des films photos, a commencé à décliner avec l'arrivée des détecteurs électroniques. Et en fait, aujourd'hui, on ne trouve même plus de plaques photographiques à acheter. Enfin, Kodak a fermé la boutique, etc. Donc, à partir de, en gros, des années 90, j'ai commencé surtout à travailler en informatique, en électronique, tout ce qui est contrôle de télescope, etc. Donc, je m'occupais à une époque d'un télescope qui était anciennement photographique, mais qu'on a équipé d'une caméra. Alors à l'époque, c'était une caméra de 4 mégapixels, et en 1992, 4 mégapixels, c'était énorme, quoi. Maintenant, les plus grosses caméras astronomiques font 1,4 gigapixels, donc c'est vraiment une autre échelle au niveau informatique et tout ça. J'ai travaillé pas mal sur la détection d'astéroïdes. Il y a maintenant, avec les ordinateurs, moyen de détecter automatiquement des astéroïdes, et surtout sur ce qu'on appelle les astéroïdes géocroiseurs, c'est-à-dire ceux qui passent proche de la Terre et qui éventuellement pourraient causer une catastrophe, etc. Donc il y a un programme international, enfin principalement américain, qui consiste à détecter ces astéroïdes-là, calculer leurs orbites et être sûr qu'il n'y en a aucun qui va atterrir chez nous, quoi. Sauf qu'en France, ce genre de choses est assez, disons, mal vu ou mal ressenti. Donc il n'y avait aucun financement. J'ai été piocher des financements aux États-Unis, enfin dans un certain nombre d'autres endroits. Sauf qu'il y a eu une époque, en gros le télescope a été fermé. Et donc j'ai recherché un autre travail, mais j'avais plus du tout envie de travailler sur Grasse. Donc j'ai pris un poste au Chili. Donc je suis arrivé au Chili sans parler du tout anglais, enfin espagnol, pardon, je parlais un petit peu anglais quand même parce que j'avais vécu en Californie. Mais disons que tant que j'étais à l'observatoire, tout se passait bien, et dès que j'étais en dehors de l'observatoire, c'était un peu catastrophique parce que, en gros, à l'époque, j'allais manger au McDo parce que je savais dire Yo quiero el menú numéro 13. Et puis avec ça, j'arrivais à me faire servir, quoi. J'avais une pizzeria aussi où j'allais parce que je connaissais à peu près les types de pizzas qu'il y avait. Et donc c'était assez bizarre de se retrouver dans un pays comme ça. Donc, quand tu es à l'observatoire, tout le monde parle anglais, il n'y a pas de souci, il y avait des Français aussi. Et puis, étant sur place, j'ai été en fait acheter un téléphone portable, et puis pareil, j'ai demandé à la dame Yo quiero une cellulaire. Enfin bon, la dame m'a pas compris, et elle a appelé Alejandra, donc mon épouse maintenant, qui elle parlait anglais, et puis bon, elle m'a aidé, etc. Et puis je l'ai revue une paire de fois parce que mais sans plus que ça, parce que je pensais qu'elle était mariée, etc. Toujours elle l'était pas. Et puis quand elle a appris que j'étais divorcé, les choses se sont arrangées assez vite, donc on a commencé à vivre ensemble en 2003, et on avait parlé à l'époque de faire un observatoire touristique, parce qu'elle travaillait dans le tourisme, et puis moi dans les observatoires. C'était une blague au départ, quoi. Puis la blague a pris un peu corps, quoi. Ce qui se passe, c'est qu'à la sortie du contrat de 3 ans, c'était un travail dans le cadre du CEA, du CNRS. J'avais le choix de rentrer en France, j'avais le choix de trouver un travail dans les observatoires, mais l'ambiance déjà est assez spéciale. Il faut vraiment... c'est bien quand on est jeune, quoi. Moi, j'avais à peu près dans les 40 ans. Quand tu passes une semaine à l'observatoire, et puis ensuite que tu vas revivre à voir ta famille pendant une semaine en ville, et puis après tu remontes à l'observatoire, puis après, c'est vraiment assez dur. Et en gros, il y a beaucoup de jeunes qui font ça, puis au bout d'un temps, je veux dire, les gens cherchent à avoir une position un peu plus stable. Donc ça ne me plaisait pas trop. Puis en plus, avec mon BTS de photographie, rentrer dans l'observatoire, c'était pas des plus évidents, parce que c'était un diplôme complètement inutile aujourd'hui, quoi. Enfin, en tout cas pour moi, quoi. Donc on a parlé de faire ça, on a été un petit peu voir, on a pris des contacts. Donc à partir de 2002, Alejandra a quitté son travail, et dès qu'on avait du temps libre, on montait ici, on allait voir un petit peu les différents endroits, on parlait avec les gens. Et puis bon, ça ne nous rassurait pas trop, tout le monde disait que ça marcherait jamais, que les gens venaient pas en vacances pour faire de la science ou des trucs comme ça. On avait pris des contacts avec la Cernatour, on a été visiter quelques observatoires, enfin un observatoire, c'était le seul observatoire public du côté de la Serena. Et là, on a vu qu'on pouvait, enfin à mon avis, on pouvait faire nettement mieux, quoi.
Donc à partir de février 2003, on est venu vivre ici, sauf que on n'avait pas de maison. Ici, c'est très très dur d'avoir une maison. Alors on trouve des habitations, donc il n'y a pas de salle de bain, il y a enfin, des trucs complètement superficiels, quoi. Je veux dire, qui a réellement besoin d'une douche dans une maison? Et puis sinon, c'est très très cher. Et puis l'autre problème, c'est que je suis blanc et un petit peu blond, donc je suis forcément très riche. Il y a l'idée que le gringo, si tu veux, c'est quelqu'un qui pète de dollars de partout. Et donc, c'est une certaine forme de racisme, quoi. C'est-à-dire que quand j'achète, moi, quelque chose, quand j'allais demander le prix d'un terrain, j'arrivais à des prix complètement délirants. Quand c'est Allais qui demandait, ça allait. Et puis, en fait, on a eu pas mal de mal parce qu'au départ, on voulait s'installer, je veux dire, et Alejandra faisait les démarches, et puis ensuite, quand les gens se renseignaient qu'ils savaient qu'elle était mariée avec un gringo, là, on disait, ah bah non, mais parce que le prix, on s'est trompé, c'est 2 fois plus cher, machin, etc. Donc on a perdu quand même pas mal de temps avant de trouver un terrain, et finalement, on a trouvé cette maison-là qui correspondait à ce qu'on cherchait, c'est-à-dire quelque chose complètement en dehors de la ville, avec pas de lumière, mais avec de l'eau, etc. Alors au départ, il n'y avait pas du tout d'électricité. Donc on a fonctionné avec une installation solaire de base, un générateur diesel, et puis là maintenant tout ici est fait en solaire, y compris le chauffe-eau, etc. Donc on a amélioré progressivement, etc. Alors au départ, quand on a lancé notre boîte, alors il fallait déjà que j'ai les papiers officiels, donc ça a pris pas mal de temps. C'est-à-dire que par rapport au temps que ça devait prendre, ça a pris le double. Quand on a monté la boîte, quand on a fait les papiers, les inscriptions et tout ça, pareil, ça a pris aussi le double. Ceci étant, c'est pas hyper compliqué, ça coûte pas hyper cher de faire une entreprise. Alors au départ, on était vraiment complètement inexpérimenté et on a on a fait des erreurs, quoi, mais enfin on s'en est à peu près sorti. Et l'idée, c'était que si ça marchait, c'était bien, si ça marchait pas, on fermait boutique puis on allait. Et en fait, on a commencé à travailler en 2003, on a fait les papiers, on a commencé à travailler de façon illégale, on n'avait pas encore les papiers, on faisait des tours, on facturait quand même. À partir de 2004, ça s'est à peu près arrangé. On a passé un concours de ce qu'ils appellent Capital Semence, donc Capital Semilla, qui était fait par la Corfo, qui est un genre d'Anvar, si on veut, chilienne, pour l'aide à la création des entreprises. Et on a gagné ce concours, on a gagné 35 millions de pesos, donc ça fait, je sais pas, 60 000 euros à utiliser sur 1 an et demi, 2 ans, avec, je sais pas si on dit en français, un accessoria. Donc il y a un assesseur, il y avait une entreprise, une université qui nous aidait à gérer le business. Donc au départ, on avait fait un business plan, on a fait tout un tas de trucs qui ne correspondaient pas du tout à ce qu'on a fait par la suite. Mais enfin, bon, on l'a fait, on a gagné le concours, et ça nous a permis de tenir à peu près jusqu'en 2005. Et en fait, en 2005, ça s'est passé plutôt très mal. Derrière ça, j'ai eu un accident de moto, j'ai fait une pneumonie juste après l'accident de moto. Il y a eu une phase vraiment très, très, très critique. Et puis, à partir de 2006, les choses ont commencé à marcher un peu mieux. Et c'est lié aussi au fait qu'on a appris un petit peu à gérer notre entreprise. C'est-à-dire que moi, venant du CNRS, donc c'est le dernier endroit où on sait gérer quelque chose, ça se saurait, quoi, je veux dire. Au CNRS, genre en décembre, ils ferment la comptabilité. Pendant 1 mois, tu ne peux pas dépenser d'argent parce que, je veux dire, t'imagines Carrefour, quoi. On fait les comptes, donc là, on va fermer le magasin pendant 1 mois. Donc au CNRS, ça se passe encore comme ça. Ils ont des programmes de comptabilité qui ont été faits par eux et pour eux et qui doivent être... Enfin, je veux dire, ça ne va pas correspondre à ce qui se fait dans le reste du monde, quoi. Et donc moi, mon idée, c'était qu'on allait prendre des employés à partir du moment où on pourrait les payer. Et en fait, c'était une bêtise totale parce que les gens qui bossent dans les entreprises vont rire de moi, mais enfin, c'était comme ça à l'époque. Quand on a pris notre première secrétaire, qui était une copine à Alejandra, on l'a pris, on lui a dit pendant 2 mois, si on peut te payer, machin, tout ça, elle allait OK. Et en fait, comme elle travaillait plus que nous, elle était là les matins, alors que nous, on faisait les tours, donc on n'était jamais le matin à 11h du matin à l'agence. Elle nous a fait gagner 3 fois son salaire. Donc on s'est dit, on a mal réfléchi, on aurait dû prendre quelqu'un depuis très longtemps. Alors depuis, on a appris quand même, on gère nettement mieux notre comptabilité, on a un comptable qu'on emploie à temps partiel, et maintenant il y a une dizaine d'entreprises. Alors c'est pas la grosse boîte, mais enfin c'est bien. Enfin mon but c'était pas de monter un truc énorme, c'était de montrer le ciel, d'arriver à en vivre, etc. Alors en 2006, là, c'était plutôt catastrophique. Donc, les banques nous appelaient les matins, savoir quand on va payer, machin, tout ça. Donc, il y a un moment donné où on a dit, bon, on arrête, on vend la maison, on rentre en France.
Bon, ça c'était le plan. Puis en fait, on a mis des annonces partout pour vendre la maison. On nous en a proposé à peu près le tiers. Donc ça allait pas, c'était trop loin, c'était trop machin, bidule, on n'est pas arrivé à vendre la maison. Puis en fait, à partir de mi-2006, et en fait le moment critique pour nous en tant qu'entreprise touristique, c'est le moment où on a pu être dans le petit futé en tout premier. Donc les agences qui font les guides touristiques, il y a quelqu'un qui passe une fois tous les 2 ans, tous les 3 ans, des fois moins. Donc le petit futé, c'est un gars qui habite ici, qui vient régulièrement, etc. Donc au départ, bah, il est venu, on a commencé à discuter, et en fait la plupart en tout cas des guides français, les gens viennent ici parce qu'ils savent que je connais, puis bon, ils ont de la formation assez rapide. Donc à partir du moment où on a été dans ces guides-là, là, l'activité a commencé à monter. C'est aussi lié au fait qu'on a eu plus de télescopes, qu'on était un peu plus connus. Il y a eu quelques émissions de télé qui ont passé, donc où on me voyait, donc les gens savaient qu'il y avait un Français qui montrait les étoiles, etc. etc. Et puis, bon, bah, à partir de là, ça a commencé à bien monter. Alors, le problème, il est qu'il ne faut pas lancer un truc comme ça en disant ça va marcher durant un temps éternel. Moi, j'avais d'une part pas mal de demandes d'astronomes amateurs qui voulaient venir ici pour observer. Et il s'avère que la personne qui nous a vendu la maison, pas très loin d'ici, enfin 200 mètres d'ici, a refait des lodges. Puis, il y a eu un moment où il en a eu marre, il est parti dans le sud du Chili, on lui a racheté ça. Alors pareil, avec demande de crédit auprès des banques, et puis des réponses négatives, on relançait le truc, puis ça marche. Enfin bon, à un moment donné, on a eu le crédit pour les lodges. Et là, ça a été une bonne chose parce qu'en janvier-février, il fait en général assez mauvais, donc les tours ne tournent pas du tout. Mais comme c'est les vacances, les lodges sont occupés, donc ça compense un petit peu, etc. Et à partir de 2009, donc quand il y a eu les rumeurs de crise, enfin c'était une vraie crise économique, mais ça n'a pas été aussi catastrophique que ce qui était annoncé. Toujours est-il qu'à l'époque, on annonçait que c'était pire que la crise de 29, et donc tout le monde, tout le pueblo, tout San Pedro d'Atacama qui vit 100% du tourisme, s'est dit ça y est, c'est la fin, bah, il y a une grosse déprime locale. Et donc, bah, on a étendu sur un autre domaine. On a maintenant des télescopes robotiques. J'en avais déjà 2 ou 3 que j'avais pris pour des copains. Et donc, on peut aujourd'hui, on a des télescopes automatisés qui ont une caméra électronique. Et puis, via un PC, on peut prendre contrôle d'un autre PC. Et donc, à distance, depuis la France, depuis le Canada, depuis la Russie, on peut se connecter à son ordinateur ici, observer. Et évidemment, si on habite en Russie ou au Canada, ou même le nord de la France, c'est pas terrible. On a 100 nuits par an, et ici, on en a 300. Et puis on voit à peu près tout le ciel du sud, ciel du nord. Et donc maintenant j'ai une douzaine de télescopes robotiques comme ça que je maintiens. Et donc ça fait trois activités. Le tourisme, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Enfin, quand il y a eu la crise en question, l'activité a augmenté que de 20%, alors qu'avant ça augmentait de 30%, quoi. Donc ça fait plusieurs années comme ça, on a un rythme de croissance assez délirant. Enfin délirant bien, quoi. On se plaint pas, hein, c'est très 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 bien. Et donc bah maintenant on a un truc qui tourne à peu près bien, on a une dizaine de personnes qui bossent avec nous. Il y a encore des choses à faire pour améliorer. L'année dernière on a reçu 14 000 personnes dans les tours. Faire plus, faire moins, c'est plus forcément ce que j'aimerais bien faire, c'est faire un centre de visite et avoir des guides qui puissent faire les visites à ma place. Et puis continuer à diversifier un petit peu pour ne pas dépendre 100% du tourisme, quoi. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a pu faire... déjà, il y a une satisfaction de faire travailler des gens. Pas de les faire travailler dans le sens de les exploiter, mais d'avoir un certain nombre de personnes qui vivent grâce à toi. Ça, c'est vraiment satisfaisant. Et on a essayé d'arranger les trucs pour qu'ils en vivent à peu près dignement, ce qui n'est pas le cas de la plupart des travailleurs au Chili. Le Chili, c'est un pays où il y a des illégalités, enfin des irrégularités ou des inégalités. J'arrive plus à parler français, surtout à ce en fait. Des inégalités incroyables. C'est-à-dire que le niveau moyen de vie au Chili, c'est à peu près la Hongrie. Sauf qu'il y a 10% de gens au Chili qui vivent pire qu'en Angola et 10% qui vivent mieux que dans les pays scandinaves, dont je fais partie. Mais donc, c'est assez satisfaisant. Il y a beaucoup plus de liberté que quand tu travailles dans une administration où enfin, les trucs sont hyper lourds, c'est mal. Enfin, bon, j'étais pas à ma place là-dedans, quoi. Donc bah là maintenant, bah, ça marche bien. Et puis on prend plus de vacances. Avant on prenait pas de vacances évidemment. On commence à revoyager et puis bon, bah, la vie est belle, quoi. Pas à se plaindre.
Bah, nous, en fait, on a réussi parce qu'on était complètement inconscient. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Je devrais refaire une boîte aujourd'hui. J'y réfléchirai largement. On a vraiment... Enfin, il y a eu une époque où on a bouffé que des pâtes sans sauce tomate, quoi. Puis après, on a commencé à mettre de la sauce tomate une fois par semaine. Puis après, ça s'est amélioré, etc. Et ça a marché parce qu'on avait quand même disons, entre guillemets, un produit qui était original. Alors là, depuis quelques temps, il y a 5 tours astronomiques, donc il y a des gugus qui ont des télescopes gros comme ça, et ils connaissent rien en astronomie, mais ils font le tour astronomique parce qu'ils ont vu qu'il y a des bus qui sortaient chez nous, donc shooter, le français gagne pas mal de blé, on va faire la même chose, quoi. Et donc maintenant, on a de la concurrence, mais enfin, c'est qu'ils fassent leur vie, quoi. Je veux dire, c'est pas la mort. Puis c'est bien, à la limite, qu'il y ait de la concurrence, ça permet de mettre en évidence qu'on est quand même nettement meilleur qu'eux. Je ne referais pas une boîte comme ça si j'avais pas 3-4 ans d'argent avant. Je le ferais évidemment plutôt dans un pays comme le Chili que dans un pays comme la France. Pour monter une boîte à partir de rien, sans rien en France, il faut être inconscient et en plus c'est sûr que ça ne va pas marcher. C'est-à-dire que moi j'ai des potes, j'ai 2-3 potes qui ont monté des boîtes à peu près à la même époque que moi en France. Ça a marché tant qu'ils avaient des aides et puis à partir de là ça s'est cassé la gueule parce que 50% de taxes c'est du... Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Enfin, c'est bien, la France s'est organisée comme ça, ils ont le droit, etc. Ici, on a 19% de taxes et en fin d'année, sur les bénéfices de la boîte, on paye 17%. Donc, on n'aurait pas pu investir dans les télescopes, on n'aurait pas pu avoir une dizaine de personnes. Enfin, il y a plein de choses qui permettent de... Donc, en fait, on paye moins d'impôts qu'en France, mais on fait travailler plus de gens. Donc, à la limite, c'est pas plus idiot, quoi. Il ne faut pas juger le système français, mais je sais qu'en France, je n'aurais pas monté ma boîte. Et toutes les boîtes en France qui font du tourisme astronomique ne le font que parce qu'elles sont subventionnées par l'État et donc par les 50% d'impôts qu'il charge sur les autres entreprises. Donc chacun dépense son argent, enfin l'État en tant que tel dépense son argent comme il veut. Ici, c'est effectivement issu de Pinochet, il faut dire ce qui est. Donc c'est très libéral, il y a peu d'impôts, mais par contre c'est plus facile de faire une boîte, donc enfin il y a moins de chômage au Chili qu'en France, quoi. Donc après, changer les mentalités françaises, ça c'est autre chose. Mais enfin, pour faire une boîte, ouais, il faut être inconscient. Il faut quand même connaître ce domaine, ce qui n'était pas du tout mon cas. Et en fait, il y a eu... enfin, le succès de la boîte, c'est ma femme. C'est quand moi, je suis du genre à inviter les gens autour, quoi, si tu veux. Elle les fait payer, et puis bon... Quand on a fixé le prix, moi j'ai dit, il ne faut pas que ça soit trop cher, tout ça. Elle m'a dit, non, il faut que ça soit cher, parce que sinon ils vont penser que c'est mal. Donc on a commencé à 8000 pesos le tour, on est à 18 000 maintenant, en 10 ans. Le truc, il est effectivement que quand tu montes une boîte, il y a les salaires, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Puis une fois que tu calcules tout ça, il faut que le prix soit ça. Donc là-dessus, elle est plus sérieuse que moi. Enfin, j'ai fini par apprendre, mais au départ, j'aurais été du genre à faire les trucs gratuits parce que j'ai toujours fait observer le ciel gratuitement, donc c'est comme ça que ça devait se faire. Donc là, il y a eu une transition quand même qui était un peu lourde à faire. Il faut avoir un produit qui soit original. Je n'aurais pas monté une boîte ici pour faire visiter la vallée de la Lune. Il y a déjà 45 gugus qui font la même chose, c'est pas rentable. Il faut s'accrocher, puis il faut travailler comme un taré, quoi. Enfin, je veux dire, les 3 clés du succès, c'est ça. Il faut travailler, puis il faut travailler, puis il faut travailler, quoi. Si tu n'as pas envie de travailler, il faut être fonctionnaire. Et puis là, tu rentres les soirs chez toi, puis la vie est belle, quoi. Et nous, on a eu cette chance-là, c'est qu'on s'entend super bien. On est ensemble tout le temps, 24 heures sur 24, et puis ça se passe merveilleusement bien parce que je l'aime et puis qu'elle m'aime, puis qu'on est bien, quoi. Alors ça, c'est pas le cadre typique d'une boîte où tu as des relations avec des gens avec qui tu couches pas, quoi. Pas toujours, quoi. Donc voilà, il y a tout un tas d'ingrédients, mais il faut en vouloir, puis il faut tenter. Mais ça correspond à une certaine mentalité. Il y a des gens qui sont pas faits pour monter une boîte, etc., etc. Je ne reviendrai jamais en France. Moi, quand je vois en France, vu depuis le Chili, c'est le délire, quoi. Les gens sont hyper protégés, ils ont tous 3 réfrigérateurs, une maison, des machins, etc. Tout le monde gueule, les gens tirent la gueule sans arrêt. Ici, les gens sont pauvres, mais dans l'ensemble, ils sont contents. Enfin, ils sont pas... C'est pas du tout la même mentalité. Et puis, si tu as envie de faire un truc, tu le fais. Et puis, si ça marche, la vie, c'est bien. Un truc que les Chiliens disent assez fréquemment, c'est t'es félicito. Les gens te félicitent parce que tu as fait un truc, c'est bien, machin. En France, quand tu fais un truc, les gens sont haineux. C'est aussi une autre mentalité. Et ça me plaît bien, quoi. En tout cas, l'aspect ronchon du français, ça va un moment, mais
Là, ça tourne en roue libre, je ne sais pas ce que ça va donner dans le futur, quoi. Ici, les gens gagnent beaucoup moins, et puis ça marche quand même, et puis il y a de l'aide de la famille, et puis il y a tout. C'est une mentalité assez différente, quoi. Donc, conseil à des jeunes, bah ouais, bah, débrouillez-vous, quoi. Faut bosser, quoi.